Bienvenue dans le studio des experts. Pendant une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Alors au menu, on va parler de projets bruxellois avortés, de nuisances sonores, de rituels et de gouvernance. Et pour en parler, nous aurons un panel 100% féminin de journalistes et de politiques bruxelloises. Côté journaliste, Zenzen Zveni, journaliste à la capitale, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Salwa Boujour, journaliste chez Axel et cofondatrice de Média. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Alors, le Parlement bruxellois a décidé de renouveler ses règles de gouvernance. En deux mots, on ne cumulera plus les fonctions de bourgmestre et de député. Du coup, l'opposition craint que le Parlement bruxellois se détache des édiles communaux. Réponse du chef de groupe écolo, John Pizzey, c'était dans Plus d'actu. Mais moi, je crois qu'un parlement de bourgmestres et d'échevins, comme c'était le cas il y a 20 ans, il se passait l'expertise de beaucoup de membres de la société civile, de beaucoup de militants, de beaucoup de personnes issues du monde socio-économique, d'une part. Et puis, mais honnêtement, cette objection, elle me fait tomber les bras, jusqu'à preuve du contraire. Les conseillers communaux, ils ne sont pas touchés par le décumul. Les conseillers communaux, ce sont des gens qui consacrent des heures et des heures à la vie communale, aux dossiers communaux. Donc eux, ils pourront continuer à siéger au Parlement. Ils pourront continuer à siéger. Mais je vais même vous dire un secret. Les bourgmestres, absolument convaincus que les choses se passent au régional et que l'expertise, leur connaissance des choses doit être à tout prix exprimée au niveau régional. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, ils peuvent se présenter aux élections régionales. Ils peuvent se présenter aux élections régionales, ils peuvent devenir députés. Il y a juste une chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est rester bourgmestre. Je crois qu'en fait, le vrai scandale pour les personnes qui disent que le problème de l'expertise, le vrai scandale, ce n'est pas que les bourgmestres puissent, ou des anciens bourgmestres, ou des anciens échevins puissent délibérer au Parlement régional. Le vrai scandale, c'est qu'ils ne puissent plus cumuler les deux mandats. Voilà, il va falloir choisir, donc, Zeni. Oui, moi j'ai un peu rencontré notamment Vincent De Wolf, qui est bourgmestre à Etterbeek et qui a dit « Je suis meilleur bourgmestre parce que je suis parlementaire et je suis meilleur parlementaire parce que je suis bourgmestre ». Jusqu'à présent, je pense que la population est satisfaite de ses travaux, de son programme. Donc voilà, moi j'ai un peu l'impression qu'on peut cumuler tant qu'on arrive à assumer les deux. Tant qu'on fait bien le boulot. Il faut pouvoir assumer les deux. Ouais. Mais comment est-ce qu'on contrôle que les deux soient bien faits? Ça, c'est peut-être une autre question. Voilà, ça c'est peut-être plus dur. Salwa Boujour, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles règles? Alors déjà, je tiens à dire que la politique en Belgique, c'est un réel micmac. Je ne suis pas certaine que tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices comprennent le fonctionnement de toutes ces compétences qui sont plutôt régionales, qui sont communales et qui doit faire quoi. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je me pose la question, quand j'entends cumul des mandats, j'entends aussi cumul de salaire. Et donc, c'est une question finalement... Le salaire est plafonné, de toute façon. Oui, plafonné, mais ça reste des personnes qui amassent quand même des sommes d'argent importantes et on n'a pas de réel contrôle finalement sur qui fait quoi. Et donc ici, manifestement, pour cette personne-là, les citoyens et citoyennes de la commune sont satisfaites. Mais moi, je me suis par exemple entretenue avec des bourgmestres, je pense notamment à Cécile Jolion, qui explique que le travail ne s'arrête jamais et que même en dehors de leurs heures de travail, ce sont des personnes qui sont sans cesse sollicitées par des coups de téléphone, par des citoyens et citoyennes qui leur demandent des renseignements. Et donc, c'est difficile de rester efficace et de cumuler des mandats et de remplir vraiment sa fonction à 100%. Et voilà. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques, puisqu'elles sont présentes toutes les deux. Deux députées bruxelloises d'expérience, l'une de la majorité, l'autre pas, l'une d'Oderghem et l'autre d'Ixelles, l'une est journaliste de formation, l'autre juriste de formation, l'une fut femme de paix il y a 4 ans et l'autre communiste en Italie. Qu'elles entrent. On accueille donc Viviane Tettelbaum, députée bruxelloise et maire d'Ixelles, ixelloise donc, et Véronique Jamoul, Oderghemoise, députée bruxelloise PS. Je suis devenue ucloise depuis. Et vous êtes devenue cloise, pardon. Mais vous êtes entre les deux, alors, on va dire ça comme ça. Et justement, qu'est-ce qui est... justement, vous qui avez changé de commune, vous vous posez la question. Vous êtes député régional. Ça veut dire que vous ne défendez plus les Oderghemois, vous défendez les Uclois maintenant? Alors, je pense que lorsqu'on est député régional, on travaille dans l'intérêt de tous les habitants de la région, quelle que soit la commune d'où on vient. Alors moi, j'ai été conseillère communale à Oderghem jusqu'il y a quelques années, je ne le suis plus.
Et si je suis partie à Uccle, c'est simplement une question d'amour. Faisons privé, c'est ça. Une question privée. Ouais. Enfin, mais est-ce qu'on ne se sent pas un peu plus intéressé par ce qui se passe à côté de chez vous, à côté de chez et soi? ça nourrit certainement. Je sais que la connaissance de certains dossiers, quand j'étais conseillère communale ou conseillère au CPS surtout, et je pense que ça a été essentiellement mon travail au CPS, à l'époque où j'étais au CPS, qui a forgé ma conviction de me présenter pour les élections régionales. Et je crois que c'est pas un hasard que je suis particulièrement active en commission santé et aide aux personnes, affaires sociales, comme Viviane d'ailleurs. Ça fait des années qu'on est Vous êtes sur les mêmes dossiers active. toutes les deux. Oui. Et donc c'est des connaissances qui peuvent nourrir le travail. Mais pas en même temps, c'est ça la règle? Mais j'étais conseillère, je n'étais pas présidente de CPS. Je pense que le travail de président de CPS, c'est un travail énorme. En particulier, la crise l'a encore démontré, quoi. Le travail des échevins, des bourgmestres, des présidents de CPS, c'est vraiment un travail, un travail à temps plein. Et donc, je pense que pour avoir une connaissance du terrain, c'est pas nécessaire d'être bourgmestre ou échevin. J'ai une partie de ma connaissance qui me vient aussi d'engagement dans des associations citoyennes. Mais quand on est député, c'est aussi un travail à temps plein et c'est pour représenter tous les habitants de toute la région et pas simplement ceux de sa commune. Alors, côté maire, c'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il faut laisser le choix, il faut laisser la liberté. Vincent de Wolf dit « Moi, je fais très bien tous les deux. Vous avez été échevine et député. Est-ce qu'il y a moyen de faire les deux de manière efficace ?» Alors, il y a certainement moyen de faire les deux de manière efficace. Il y a un proverbe anglophone qui dit d'ailleurs If you want the job to be done, ask a busy man or woman. Si vous voulez que le travail soit fait, demandez à une personne occupée de le concrétiser. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et en même temps, j'avais des collègues qui n'étaient ni bourgmestres ni échevins et qui ne travaillaient pas beaucoup sur des dossiers et qui étaient très peu présents en commission. Donc, je pense que ça, c'est une question aussi de personnalité et d'avoir envie, quand on fait de la politique et qu'on veut répondre de ses responsabilités aux citoyennes, aux citoyens, on fait le travail. Si on ne sait pas le faire, effectivement, il ne faut pas cumuler. Mais par contre, aujourd'hui... c'est vrai quand même, et comme vous l'avez rappelé, j'ai été échevine de l'urbanisme, de la propreté publique, des finances. Vous aviez beaucoup de compétences. J'avais un panier chargé, mais ça m'a donné quand même une expérience que je n'aurais pas pu avoir, par exemple en propreté, en étant conseillère communale, que je n'avais pas en étant conseillère communale quand j'ai commencé comme députée. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas simplement, parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui prennent des décisions, de ceux qui ont des responsabilités. Alors on peut aller voir les riveraines et les riverains, il faut le faire. Et moi je suis très active dans l'associatif aussi, en tout ce qui concerne droits des femmes, et ça me permet d'avoir une connaissance. Mais ce n'est pas la même chose. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça concerne 10 personnes sur 89. Alors, ce qu'il fallait faire, parce que c'est vrai... Mais demain, ça peut être 19. Hein. Ça pourrait être 19, c'est vrai. Alors, on pourrait faire comme en Wallonie et mettre un plafond à 25% des personnes qui cumulent, par exemple, leur travail. Ça, vous seriez d'accord? Mais ça, on est tout à fait d'accord. Ouais. Et vous, Véronique Jamoul, qu'est-ce qui fait qu'il faut absolument cette interdiction à 100%? Je voudrais dire qu'on l'avait déjà voté au niveau de mon parti, à la fédération. Je pense qu'il y a une ouverture. Le fait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui cumulent des morceaux de responsabilité, de pouvoir, ça permet, et je pense qu'on est en train de le voir tout doucement, parce que d'autres partis avaient également adopté cette règle de non-cumul, l'arrivée au Parlement de plus jeunes, de plus de femmes aussi. Et alors, c'est vrai, ce n'est pas nécessairement une qualité de travail. Vous avez cité Monsieur De Wolf, moi je pourrais vous citer Ridouane Chahid, notre chef de groupe, et d'autres qui font du... Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, les jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont aussi préservé un minimum de temps. Alors moi je pensais possible, à condition de dormir 4 heures et peut-être d'avoir moins de temps pour sa propre vie privée et en s'épuisant. C'est peut-être pas un hasard aussi que ces dernières années, il y a eu quelques bourgmestres, quelques échevins qui ont démissionné parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce que c'était trop lourd, parce qu'il y a eu ce n'était pas spécialement des gens qui cumulaient. Si on prend l'exemple du bourgmestre de Forêt, il ne cumulait pas. Non, mais je ne parle pas nécessairement lui. De manière générale. Lui, il était malade, mais je pense que des gens ont décidé vraiment que
C'était trop. C'était trop. Surtout si vous êtes bourgmestre d'une commune ou échevin d'une commune petite, pas trop grande, vous êtes obligé, si vous voulez continuer à avoir le même genre de revenus, de travailler par ailleurs. Et donc, ça devient vraiment compliqué. Oui, donc à côté de ça, il fallait absolument revaloriser. C'est ce qu'on a fait. Oui, tout à fait. Il fallait revaloriser, ça c'est très bien. Par contre, ce qu'il faudrait peut-être, et qu'il lui fallut envisager, c'est de diminuer le nombre de députés. On est quand même une petite région. On peut diminuer le collège final, c'est vrai, mais il fallait peut-être aussi penser à diminuer le nombre de députés. Mais ça, on ne peut pas le décider au niveau bruxellois. Hein, mais c'est un problème au niveau fédéral. C'est vrai, mais donc on est là face à une petite réforme, alors qu'on nous avait parlé d'une grande réforme avec des états-majors, avec des tables rondes, avec des discussions pour envisager Comment ce qu'on a fait, c'est trop, mais on aurait dû aller plus loin. Je ne comprends pas exactement. Non, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Il fallait peut-être mettre une série de mesures à côté de cela. Et par rapport au travail, et on en parlait, nous, ce qu'on propose, c'est que le décumul soit intégral pour les communes au-dessus de 50 000 habitants. Parce que là, c'est vrai que c'est une charge de travail qui est très importante. Mais en dessous de 50 000 habitants, on peut garder, comme en Wallonie, un 25% avec un taux de pénétration. Vous voulez que Ridwan Chahid reste bourgmestre. Voilà, exactement. En fait, c'est ça l'idée. Moi, je voulais juste revenir par rapport à la question du salaire. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plafonné quand on cumule. Mais si jamais on ne peut plus cumuler, il va falloir payer à temps plein le bourgmestre ou l'échevin. Et quand on sait que le budget est un peu compliqué dans toutes les communes, je me demande si on a un peu réfléchi à ça et à ce que ça va avoir comme impact sur les budgets futurs. Véronique Jamoul, là-dessus, est-ce qu'on a prévu de refinancer les communes? On a prévu comment? Est-ce qu'on va refinancer les communes là-dessus? Nous, on a prévu la diminution du nombre d'échevins. Et ça devrait équilibrer, c'est ça. Donc, normalement, la réforme ne va pas coûter aux communes. Ça... Clair. Viviane Tettelbaum n'a pas l'air d'accord. Oui, non, je pense que ça revient de nouveau à dire qu'il lui fallut peut-être aborder la chose dans son ensemble, envisager le nombre de députés, à côté de ça, envisager le nombre d'échevins et de bourgmestres et la revalorisation, mais dans un package global. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, sur le nombre des députés, je pense que ce sera sans doute en discussion dans une prochaine réforme institutionnelle, si un jour on en a une. Et je peux être assez d'accord sur le nombre des députés. La seule chose, c'est qu'il faut savoir pourquoi on a ce nombre. C'était tout simplement pour garantir une représentation suffisante aux néerlandophones, aux bruxellois néerlandophones. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je crois que c'est important que les bruxellois néerlandophones puissent être aussi présents au Parlement et être représentés au Parlement. Une dernière question pour toutes les deux, rapidement là-dessus. Demain, Viviane Tettelbaum, d'abord vous, qu'est-ce que vous allez choisir? La commune ou la région? La région. Oui. Et vous, Véronique Jamoul, est-ce que vous allez vous présenter à Uccle ou est-ce que vous continuez sur la région ou bien vous voulez peut-être faire autre chose, c'est possible. Après, on peut rester conseillère communale ou conseiller communal, sûr, donc il n'y a pas une incompatibilité à ce niveau-là. Je veux dire, si demain l'une de vous deux est ministre, elle ne pourra pas être députée en même temps de toute façon. Donc voilà. Alors, Véronique Jamoul, de votre côté, par rapport à cette question, le choix entre la région ou un exécutif dans une commune? Je crois que je choisirais la région, certainement. Oui. Maintenant, je pense que je choisirais aussi peut-être de laisser la place à des jeunes. Ça, c'est encore une autre décision. Je voulais peut-être juste dire un petit mot à Véronique, c'est que si on supprimait par exemple la dévolution de la case de tête, ça permettrait certainement à plus de femmes, à plus de jeunes de venir. Il y a tout un ensemble de mesures qu'on devrait pouvoir analyser pour compléter ce dispositif. Et c'est dommage que ça ait été si vite et partiel. Ce sera peut-être pour une prochaine législature. Il y a des groupes de réflexion. Oui, mais voilà. Je pense que vous le savez, Madame Tettelbaum, sur une amélioration de la gouvernance. Mais on aurait pu le faire en tenant compte de plus d'éléments. Sur la dévolution de la date de la case de tête, je ne suis pas sûre. Oui. Voilà. Non, vous n'êtes pas sûr que ça puisse avoir cet effet-là. Ok, on en reparlera de toute façon. Je vous propose de parler d'un autre gros débat qui a démarré au Parlement cette semaine. C'est celui consacré à l'abattage sans étourdissement. 3 séances d'audition y seront consacrées. Pour marquer le coup, des pétitionnaires pro et anti ont rendu visite aux députés. Reportage Marie-Noël Didan et Nicolas Kenhartz.
C'est dans les mains du député Jonathan de Patoul pour Défi et Carla de Jong pour Open VLD, tous deux à l'origine avec Groen de l'ordonnance visant à interdire l'abattage rituel sans étourdissement, que les militants de Gaïa remettent leur pétition. Plus de 70 000 signatures en soutien à cette proposition portée au nom du bien-être animal. Abattre un animal sans étourdissement, c'est l'une des pires choses qu'on peut faire subir à un animal. Il ne faut pas oublier qu'un mouton... Abattre un mouton, égorger un mouton sans étourdissement, ça représente plus de 20 secondes en moyenne de souffrance et de douleur. Donc nous, on est ici dans le seul but d'épargner aux animaux toute souffrance et douleur évitable. Mais sur la toile, une autre pétition fait écho au projet d'ordonnance. Une pétition pour le maintien de l'abattage rituel à Bruxelles, qui dépasse aujourd'hui les 100 000 signatures. L'initiative émane de Bruxellois, issus de plusieurs confessions, réunis au sein du collectif citoyen pour la liberté de culte. Trouvons un moyen pour améliorer le bien-être animal, mais dans le respect des droits et libertés de chacune et chacun. Et c'est ça la demande de ce collectif citoyen. Évidemment qu'ils sont pour le bien-être animal, mais qu'ils puissent vivre leur religion librement et qu'on ne leur impose pas des règles. Parce qu'on va ne faire que déplacer le problème finalement vers l'étranger, vers l'importation. On va porter atteinte à un secteur, on va compliquer la vie des gens, on va rendre la viande plus chère. Mais qu'est-ce qu'on aura solutionné? On n'aura même pas solutionné le bien-être animal. Des Bruxellois qui craignent aussi une stigmatisation des communautés musulmanes et juives. Les représentants des cultes, comme les défenseurs des animaux, seront d'ailleurs entendus lors de l'une des 3 matinées d'audition prévues en commission environnement fin mai et début juin. Alors Veni, vous avez suivi ce début de débat. Oui. On se rend compte que c'est un débat qui a énormément d'importance au sein des différents partis représentés au Parlement bruxellois. Oui, c'est un débat très clivant parce qu'il y a d'un côté l'aspect cultuel et de l'autre côté le bien-être animal. Et moi, j'ai un peu l'impression que le débat, il est posé comme soit on est pour la liberté de culte, soit on est pour le bien-être animal, alors que, comme l'avocat le disait, pourquoi ne pas essayer d'avoir une vision plus globale et en fait avoir et la liberté de culte et le bien-être animal, avoir une vision peut-être prendre un peu plus de recul. Moi j'ai un peu vu, il y avait une question parlementaire en commission cette semaine sur les abattoirs à Anderlecht où normalement il est prévu qu'il y ait un abattoir, mais pour l'instant justement comme tout le monde se demande s'il va y avoir une interdiction ou pas d'abattre sans étourdissement. Il n'y a personne qui ose soutenir financièrement un abattoir. Et donc, actuellement, la grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir un abattoir aux abattoirs d'Anderlecht? C'est même pas sûr qu'il y aura encore un abattoir en 2028. Surtout que, malgré tout, ça fournit quand même énormément d'emplois. Et comme il le disait dans le reportage, ce n'est pas parce qu'on interdit l'abattage sans étourdissement que les personnes vont consommer de la viande abattue, enfin des animaux abattus sans étourdissement. Parce qu'en fait, il suffira d'aller à l'étranger, effectivement, ça ne résoudra peut-être pas le problème. Alors, on a déjà entendu certains partis déjà donner leur avis, on a entendu d'autres dire on va attendre les auditions, on verra en fonction des auditions. Côté PS, Véronique Jamoul, on a dit clairement qu'on ne voterait pas le texte déposé par les 3 partis de la majorité. PS, si je peux vous expliquer bien pourquoi. Moi, je trouve que je suis très mal à l'aise par rapport à la manière dont le débat est amené au Parlement. Parce que je pense que le bien-être animal, c'est beaucoup plus large que simplement la fin de vie d'un animal, les quelques secondes de la fin de vie. Je serais beaucoup plus à l'aise si on discutait, oui, de l'abattage, mais en même temps des conditions d'élevage. Vous connaissez les grandes usines fermes, les poussins qui sont broyés vivants. On a eu déjà ce débat la semaine dernière dans les experts, et la problématique était de dire qu'à Bruxelles, il n'y avait pas beaucoup d'élevage. Même, il n'y en a pas. Donc, c'est pas que je veux vous empêcher de développer l'argumentaire, mais qui est connu, mais je voudrais juste savoir, est-ce qu'il va y avoir des auditions? Mais vous avez dit au niveau du groupe PS que vous voteriez non de toute façon. Donc ça veut dire que les auditions ne servent à rien pour les députés PS? Je crois que les auditions vont permettre de mieux comprendre les différents types d'abattage, parce qu'il y a l'étourdissement, il y a l'étourdissement réversible, il y a toute une série de mieux comprendre également, puisqu'on va avoir les juristes, où on est dans la ligne entre les droits fondamentaux de liberté de culte et par ailleurs aussi le bien-être animal, qui est aussi une valeur auquel nous tenons beaucoup.
Et donc, je pense que ces auditions vont nous... Moi, vraiment, ça me dérange que ce soit posé comme ça. Et une des choses, par exemple, qui me hérisse, moi, c'est que les premiers à avoir déposé un texte dans ce sens-là, c'est le Vlaams Belang. Les premiers, les tout premiers. Le premier texte, en ancienneté, c'est le Vlaams Belang. Comme en France, c'était mis sur le tapis par le parti de Madame Le Pen. Donc, il ne faut pas non plus être hypocrite, je pense. Donc, il y a une ça forme veut dire que le PS va déposer un texte sur le bien-être animal. Comment ? Ça veut dire que le PS va déposer un texte sur le bien-être animal. Non, parce que... on attend, c'est la compétence du ministre Claire Failly. Vous attendez son texte qui prépare un code sur le bien-être animal. Et la grande discussion sur ce code aurait pu être l'occasion éventuellement déposer à ce moment-là des amendements. Donc il aurait fallu le faire dans l'autre sens. Voilà. C'est ça. Viviane Tettelboom, côté MR, quelle est la position ? Et il serait intéressant de connaître aussi votre position personnelle, parce qu'on parle de communauté musulmane, on parle de communauté juive. Est-ce que vous avez un autre son de cloche au sein du MR que la vie globale du MR, peut-être ? Alors, peut-être commencer par le MR, parce que le MR a une position forte, une ligne claire, qui est en faveur du bien-être animal, mais qui souhaite un débat serein, mais qui reste cohérent avec la position qu'elle a défendue, que le MR qu'il a défendu en région wallonne. Et donc là, donc vous êtes d'accord avec le texte déposé aujourd'hui ? Le MR, effectivement, le groupe MR votera le texte. Et vous aussi ? Alors, contrairement à d'autres partis, je pense qu'au MR, c'est important de ne pas faire de ce débat un étendard politique. C'est important de garder un débat serein, pas faire du populisme, pas faire de la démagogie, mais prendre en compte, c'est vrai, et ne pas stigmatiser certains Bruxelloises et Bruxellois, parce que ça, ce n'est pas nécessaire. Il faut quand même pacifier ce débat et ne pas... Parce que si on stigmatise des personnes, on n'aura pas gagné dans ce débat. Donc ça, c'est important. Alors... Mais votre position à vous ? Alors, ma position, c'est... je pense qu'il est important d'expliquer, de comprendre les enjeux. Je respecte tout à fait la ligne de mon parti. Et comme dans tous les partis, je fais partie des personnes qui posent des questions, qui ont émis des considérations et des préoccupations par rapport à ce texte. Et par rapport à la position à prendre dans ce débat. Et je pense qu'il faut tenir compte de ces préoccupations. Et donc, pour moi, je voterai, après les auditions, en âme et conscience, et je voterai en adéquation avec mes convictions, avec les valeurs que je défends depuis que je suis députée bruxelloise. Donc, vous laissez encore un suspense planer. Si je décode bien. Oui, parce qu'on n'a pas eu de réponse. On saura à la fin, c'est ça. Voilà, j'ai exprimé certaines préoccupations par rapport à ce texte. Et donc, si elles sont entendues, peut-être que vous voterez pour. S'il y a des modifications au texte, si elles sont entendues, c'est une chose. Sinon, voilà, je voterai en âme et conscience. Salwa Bougeot. Mais du coup, Madame Tettelboom, vous avez parlé de populisme. C'est une question que je vous adresse à toutes les deux. Alors, on le sait, en Belgique, les questions qui concernent les libertés religieuses provoquent des débats assez clivants. On a l'occasion de le voir assez régulièrement. Ici, c'est une question qui concerne deux communautés différentes qui se sont liées pour leurs intérêts communs. Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi une crainte de froisser l'une ou l'autre communauté qui sont alliées cette fois-ci et du coup des craintes par rapport à des votes communautaires d'ici quelques années, vu qu'il y aura quand même des élections qui se rapprochent? Véronique Jamour. Oui. Moi, je voudrais dire, on est dans le débat sur le bien-être animal. Alors, on sait que ça touche évidemment des communautés en particulier. Et je ne voudrais surtout pas que ce débat fasse qu'on les stigmatise. Parce que, et le débat va peut-être permettre de mieux comprendre les enjeux. On n'est pas des expertes de vétérinaires, pour savoir, par exemple. Moi, ça m'intéressera beaucoup d'entendre les vétérinaires. Je pense qu'il y a un débat dans tous les partis. Il y a une difficulté parce qu'on est dans une ligne entre des valeurs qui se télescopent un peu. Et certains mettent la barre d'un côté, d'autres plutôt de l'autre. Et ce n'est pas du populisme ou du clientélisme. Il suffit de regarder pratiquement, quand on entend les débats dans chaque parti,
Les débats ne sont pas si unanimistes. On a l'impression qu'OPS est unanime, puisque cela. vous êtes contre. Vous êtes contre le texte, donc ça a l'air assez unanime. Le parti est contre. Oui, le parti est contre, oui. Moi, j'avais une question. Si les communautés religieuses, comme disait Salwa Boujour, viennent avec des propositions de rituels de remplacement, où on étourdit, mais où on garde le rituel religieux d'une certaine manière. Est-ce qu'à ce moment-là, ça lève toutes les barrières, Viviane Tettelbourg? Écoutez, ça c'est aux communautés religieuses de répondre. Je pense Mais est-ce que ça peut être un argument, ça? Voilà, il y a aujourd'hui certainement une évolution au niveau des technologies utilisées et peut-être qu'on peut trouver une manière pour les religions d'évoluer, de rentrer dans la modernité. Ce sera à ces communautés de voir si pour elles c'est possible, l'une ou l'autre d'ailleurs, parce que pour les juifs et pour les musulmans, c'est peut-être pas exactement la même chose. Par rapport au populisme aussi, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, je l'ai dit, ne pas stigmatiser des populations parce qu'elles vivent leur foi et là, elles la vivent dans la sphère privée et donc c'est important qu'elles puissent continuer à avoir leur identité et à vivre cette foi. Mais il ne faut pas pour autant, et ça nous le regrettons, aller dans les quartiers et en faire un étendard politique, aller et en faire quelque chose, l'instrumentaliser et à le communautariser dans le mauvais sens du terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faudrait, et que ma formation politique pense qu'il faudrait éviter. Il faut garder ce débat serein et donc être dans le respect des convictions religieuses et pour les autres et pour tous dans le respect du bien-être animal mais avec une autre vision de ce bien-être. Certains font ça, vont dans les communautés leur dire regardez ce que nous faisons. On l'a vu juste avant les élections. Oui, mais ce n'est pas le moment de la discussion, ici maintenant, pendant la discussion. Est-ce qu'à Uccle, Véronique Jamoul, vous vous promenez pour donner en étendard votre position? Non, bien sûr. La position du parti, non. Vous êtes à Uccle, vous n'êtes pas dans d'autres... Je pense qu'il faut effectivement qu'on ait un débat serein. Et comme tous les débats éthiques, je pense que ça ne doit pas être des armes des uns contre les autres. On en a eu d'autres, des débats éthiques, où le parti s'était aussi prononcé très clairement. Et parfois, on a essayé de... Certains l'ont utilisé pour nous punir dans certains quartiers. Je pense par exemple quand il y a eu la loi sur l'euthanasie ou sur le mariage des couples homosexuels, où le parti a été très clair par rapport à ça. Et il y a eu des campagnes contre certains de nos candidats dans certains quartiers à cause de ce vote. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit clair sur nos valeurs, qu'on ait un vrai débat serein. Et je vous dis, le bien-être animal vaut mieux que cette querelle sur un point, sur les 10 dernières secondes ou la dernière minute de la vie de l'animal. Bon, si ce n'est qu'un point, ce sera facile à régler. Parce qu'on les transporte aussi, vous dites, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup... Tout le texte est là-dessus. Mais donc, oui. On n'a pas beaucoup d'élevage, vous dites, mais enfin, on les transporte, les animaux. C'est vrai, ça c'est vrai. Et donc... il y a d'autres éléments qui interviennent dans le bien-être animal. Dans le bien-être animal. Oui, après même sur ces dernières secondes de vie, le bien-être animal, je pense, c'est une préoccupation de toutes et tous. Même dans les communautés religieuses, il y a cette préoccupation. Je pense que ça, il faut quand même bien dire que... Mais est-ce que c'est un débat d'extrême droite? Parce que tout à l'heure, Véronique Jamoul disait ça, c'est l'extrême droite qui a amené ce débat-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une problématique? Est-ce que c'est un thème qui n'intéresse que l'extrême droite? Non. Alors, ce que je voudrais dire, ce qui me dérange, c'est que sur ce point particulier, au lieu d'arriver avec quelque chose de global sur le bien-être animal, ça vous l'avez dit. La première proposition... comme dans d'autres pays européens d'ailleurs. Dans d'autres régions de Belgique pour aussi. Pour d'autres raisons que le bien-être animal. Il ne faut pas être hypocrite quand même. Je ne dis pas que c'est le cas d'autres signataires. Vous voulez dire que les socialistes wallons et les socialistes flamands ont fait aussi pour des raisons communautaires et politiques? Mais non, il y a eu d'autres votes sur le bien-être animal en Wallonie et en Flandre. Et je pense qu'ils doivent aller plus loin aussi parce que...
On reparlera de ce sujet-là. Je suis désolé de vous couper. On va passer aux têtes d'affiche. Je vous propose à toutes les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité. À vous d'en choisir un ou une qui vous inspire. Et on commence par vous, Viviane Tettelbaum. Tout d'abord, je vous propose John Lee, c'est le nouveau dirigeant musclé de Hong Kong, ou alors Elisabeth d'Angleterre, absente lors de son discours annuel, PPDA, serial harceleur et violeur dont 20 victimes ont parlé cette semaine, et Antoine Wauters, l'auteur lauréat du Goncourt de la Nouvelle. Alors, qui choisissez-vous? Vous allez parler de John, d'Elisabeth, de Patrick ou d'Antoine? Mais en tant que féministe, je vais choisir Patrick. Oui, c'était facile. Oui. Et qu'est-ce que vous allez dire sur lui? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à une époque où on entend les victimes. Ça, je pense que c'est important qu'il puisse l'entendre lui. On est à une époque où tout ce qui concerne les comportements par rapport au harcèlement, par rapport aux violences faites aux femmes est tout à fait... Enfin, ce n'est plus accepté. Et donc, il doit, lui, accepter ce discours-là. Il est temps que des hommes comme lui puissent faire une analyse de conscience, puissent se remettre en question par rapport à ça et ne pas dire, voilà, ne pas nier les évidences. Et la prescription n'est pas une excuse, en fait. La prescription n'est jamais une excuse, non, bien entendu. Alors, je vous en propose 4 autres, Véronique Jamoul. Tout d'abord, Shirin Abu Akleh, la journaliste d'Al Jazeera décédée d'une balle dans la tête cette semaine. Ferdinand Marcos Jr., élu à la tête des Philippines, on l'appelle Bang Bang aussi. Patron, c'est le chien démineur ukrainien qui a repéré 200 mines. Ou enfin, Jérémy Makizé, l'espoir uclois comme vous, mais lui, il est à l'Eurovision de la chanson et il représente la Belgique dans ce concours. Alors, qui choisissez-vous, la journaliste Shirin, Ferdinand, Patron ou Jérémy? Sans aucune hésitation, la journaliste, je l'ai d'ailleurs mise sur ma page Facebook. Et je pense que c'est vraiment important. On vient de célébrer il n'y a pas tellement de jours la journée de la liberté de la presse. Et à cette occasion, on a eu des chiffres terribles de journalistes qui sont morts pour avoir fait leur travail, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, au Mexique aussi. On en parle moins, mais c'est terrible. Et je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Alors, en plus, par rapport à cette journaliste d'Al Jazeera, elle nous rappelle, elle a le mérite de nous rappeler la violence d'un conflit qui est terrible et pour lequel moi je m'investis aussi beaucoup avec des associations de soutien au peuple palestinien. J'ai eu l'occasion d'y aller. La dernière chose encore, on a empêché notre ministre de la coopération d'entrer à Gaza, une ministre belge qui est empêchée d'entrer à Gaza. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ces conflits. Il y a le Yémen, il y a la Syrie, il y a la Palestine. Il y a beaucoup de conflits dans le monde. Hein. Ouais. Et c'est important. Et souvent, les journalistes, heureusement que les journalistes sont là pour nous les rappeler et pour attirer notre attention. Et je pense que c'est vraiment important. 5 informations de la semaine, laquelle vous a ravi ou laquelle vous a énervé et pourquoi. Tout d'abord, on parle d'un congé à Bruxelles le 8 mai. Pour les années à venir. Il y a aussi en hockey le Racing qui était champion après 81 ans d'attente. La STIB qui a décidé d'offrir 30 bus à Cuba. La victoire du Sinn Féin en Irlande du Nord. Ou enfin, il y a 1200 jobs à pourvoir à Brussels Airport. Les vols, ça reprend. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Donc, il y a du boulot à Brussels Airport. Que choisissez-vous, Viviane Tettelbaum? Que choisissez-vous là-dedans? Il y en a beaucoup qui font plaisir, mais 1200 jobs à pourvoir à Brussels Airport, vu le taux de chômage, vu les difficultés à trouver un emploi, je pense que c'est en tout cas une bonne nouvelle. Oui, et on dit que c'est quand même difficile de les trouver parce qu'il y a des problèmes de mobilité, des problèmes de langue qui fait que les Bruxellois ne sont pas les meilleurs placés pour avoir ces jobs. Non, mais espérons qu'il y en aura parmi ceux et celles. Pour les encourager à postuler. Tout à fait. Alors vous, Véronique Jamoul, qu'est-ce que vous choisissez parmi 4 autres sujets là, les 4 autres sujets qui restent? Il y en a effectivement beaucoup qui me font plaisir. Bon, allez, quelque chose d'un peu plus léger, le congé bruxellois le 8 mai. Oui. Les autres communautés régions ont leur jour de congé, le 27 septembre pour la communauté française, le 11 juillet pour la communauté flamande.
Et le 8 mai représente bien finalement l'identité bruxelloise, et c'est en plus, c'est pas seulement la fête de l'Iris, le 8 mai, c'est quand même la commémoration de la libération. Quel plus beau jour que pour fêter notre région et son identité multiple qu'un jour de libération et un jour de victoire pour la démocratie. Et c'est presque le jour de la fête de l'Europe en plus. Donc, en plus. Ça fait quand même pas mal de possibilités. Alors, les grands projets à Bruxelles ont parfois du mal à démarrer ou même à exister. Exemple avec ce beau projet de lieu culturel et de loisirs devant remplacer l'hippodrome de Boisfort. On l'appelle Drôme, mais ce rêve a des ratés. Les permis n'en finissent pas d'être annulés. Reportage Marie-Noël Dinan et Charles Carpro. Voici le nœud du problème. Ce parking, porte d'entrée vers le site de l'hippodrome de Boisfort, est zone forestière. Pour le dénouer, la région propose donc de modifier le plan de réaménagement et d'affectation du sol et d'en faire une zone d'équipement collectif. Jusqu'au 27 mai, le public peut donner son avis. Ma réaction, vive le partage de ce bel endroit. Mais ça va drainer beaucoup de voitures. Pour un parking, en tout cas, il faudrait l'aménager parce que là, je ne sais pas si vous l'avez filmé, mais c'est un peu aventurier, quoi. Ouais. Les citoyens pourront lire dans le rapport d'incidence que c'est l'option la plus indolore pour le paysage et la forêt qui a été choisie et qui va permettre d'aménager un espace de manière qualitative. Il faut aussi ajouter que ce qui va être mobilisé dans l'espace de parking actuel va être compensé dans la zone centrale du site de l'hippodrome où il y a une nouvelle zone forestière qui va être prévue. En attendant, les porteurs du projet Drôme reconnaissent que depuis 2 ans, les investissements pour leur parc de loisirs sont en stand-by. La difficulté, c'est qu'aucun permis ne peut être exécuté au fond parce qu'il y a cette fragilité à cause du parking et ça freine fortement le redéploiement du site. Donc on est très content de voir cette procédure enfin avancer. C'est une étape importante, l'enquête publique, et on espère vraiment que les choses puissent aboutir à un résultat et que nous puissions enfin exécuter, mettre en œuvre le projet initial. Mais la patience ne viendra-t-elle pas à bout des investisseurs? Car la fin de la procédure de modification du plan d'affectation du sol n'est pas attendue avant la fin de l'année. Modification sur base de laquelle il faudra encore prévoir l'aménagement du parking et l'enquête publique qui va avec. Bon, entre-temps, ça a de nouveau été recalé, Zenzensveni. Donc ce projet, il prend du plomb dans l'aile. Hein. Oui, ça n'en finit pas. Et j'ai déjà remarqué qu'il y a beaucoup de projets urbanistiques qui traînent en longueur, qui tirent en longueur parce que il y a le règlement RRU qui doit être modifié, il y a le COBAT, il y a le PRAS que tout le monde attend. On sait très bien que les projets d'urbanisme, de nouveau, clivent la population et les porteurs de projets. Qu'est-ce qui prend tellement de temps, en fait, entre le moment où on conçoit le projet, le moment où on demande les permis et le moment où enfin on a ces permis et on peut enfin construire, en sachant qu'il y a des énormes investissements qui sont en jeu et qui sont parfois lancés avant même que tout soit accordé. Donc, voilà, moi je me demande un petit peu pourquoi est-ce que tout ça traîne en longueur, comment est-ce qu'au niveau de la région on ne facilite pas un peu tout ça pour accélérer quand on sait que ça met tellement de temps de manière générale. Et alors ce n'est pas nouveau, hein. C'est quand même une situation qui existe depuis plusieurs années. Viviane Tettelbaum d'abord, cette fois-ci sur ce dossier-là. Pourquoi ça coince, ce genre de dossier? Mais ça coince, à mon avis, parce qu'on a quand même à Bruxelles une culture du retard qui est généralisée. En matière d'urbanisme, c'est quand même assez catastrophique. On sait qu'à Bruxelles, il faut en moyenne 31 mois pour obtenir un permis. On sait qu'il y a 76% des permis qui sont introduits qui reçoivent une notification de dossier incomplet. Le délai de rigueur qui a été introduit, qui devrait permettre à la région de prendre le relais lorsque les communes sont en retard, ça ne fonctionne pas. On sait qu'à Urban, il y a un turnover énorme au niveau de la direction. On sait que, voilà,
c'est vraiment dommageable pour notre région parce qu'en fait, il y a des gros projets comme ça qui sont en panne. Les choses traînent. Elles traînent malheureusement et on espère, je pense, toutes et tous qu'ils ne vont pas finir par tuer ce projet qui peut devenir quelque chose de magnifique. Mais c'est vrai aussi pour d'autres grands projets d'envergure et d'autres moyens projets d'envergure et même d'autres plus petits projets à Bruxelles. Quand on rentre une demande de permis, c'est un parcours du combattant. Et donc ça dissuade finalement pas seulement les gros porteurs de projets comme ça, mais ça dissuade aussi des investisseurs qui finissent par aller voir soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Ça finit par décourager les personnes qui doivent, elles, rénover, qui veulent rénover leur habitation. Et on va devoir rénover à tout craint par rapport à la rénovation du bâti pour lutter contre les gaz à effet de serre. Je veux dire, c'est une catastrophe généralisée. Et ce n'est pas depuis quelques mois, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est au gouvernement d'arrêter de regarder l'heure sur une montre cassée, finalement, comme dit David Lester, et de prendre les choses en main et de réagir par rapport à tout ça. Réponse, la parole à la défense. Absolument. Alors, je veux dire, c'est vraiment un superbe projet. Et là, le retard, ça ne vient pas d'un manque ou d'un retard dans le permis d'urbanisme. C'est un recours qui a été déposé par un comité de quartier, je pense, et des voisins. Et donc ça, c'est pas la responsabilité. Et la justice doit être respectée. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des droits de recours. Ça protège quand même Parce que parfois, c'est pas trop long. Vous avez raison. Hein, là, c'est pas la région, effectivement. Et c'est un beau projet. Et la région y a déjà investi aussi beaucoup. La région y croit. Pour sauver le patrimoine. Et donc, comment est-ce qu'on fait et donc, alors, par rapport aux demandes des riverains, là aussi. Par rapport au temps que prennent sans recours, puisque là, on n'est pas vraiment dans la même situation, puisque là, le permis était octroyé par la région, d'ailleurs, par le délégué régional. On est conscient, le gouvernement est conscient au point qu'il a été prévu dans l'accord de gouvernement et c'est en cours, ça devrait arriver normalement, on me dit, avant les vacances, une évaluation du COBAT et avec une éventuelle modification. Et certaines choses sont en route également et c'est dans une commission, je crois que c'est en développement territorial d'ailleurs, la commission de développement territorial, où on a eu l'occasion souvent d'en débattre et de déjà avoir des améliorations, mais après cette évaluation qui arrive, c'est prévu qu'il y aura des modifications pour améliorer les choses. Et alors, je pense qu'à Bruxelles, on a souvent été quand même prudent et sans doute plus qu'ailleurs, parce que le fait de ne pas avoir suivi toute une série de normes urbanistiques minimales, ça a permis parfois de faire un peu tout et n'importe quoi. Les années, la bruxellisation. Oui, mais c'était il y a 50 ans. Donc il faut des règles. Il faut des règles. Et parfois, on a peut-être eu tendance à mettre le balancier, souvenir qu'on ne voulait plus qu'on démolisse notre région. Donc on a été trop loin dans l'autre sens, c'est ça que vous voulez dire. Mais il y a l'évaluation qui est en cours et il y aura des modifications pour essayer d'améliorer les délais, l'information aussi, la transparence des processus. Il y a plein d'améliorations à faire et je pense qu'on y arrive là. Je pense que le gouvernement est vraiment bien conscient de cela et tous députés confondus, on pose les questions quand même. Hein, mais l'avenir est rose d'après ce que dit Véronique Jeannet. Oui, nous on aimerait que l'avenir soit bleu et donc nous pensons que... Non, mais... Il y a les règles qui ont été mises en place et bien entendu c'est une réponse à la bruxellisation mais ça remonte à loin et c'est important que les règles soient respectées. Ce qui se passe ici, c'est pas un manque de respect aux règles, ce sont des dossiers qui traînent, c'est souvent des demandes complémentaires qui sont demandées qui sont en dehors de ce qu'exige le COBAT, qui sont demandées aux demandeurs, aux porteurs de projets. Ce sont des retards au niveau du fonctionnement des administrations. Ce n'est pas un problème de règles qui ne sont pas appliquées. Non, et ça, quand le gouvernement, c'est vrai, mais quand le gouvernement met lui-même en place une fast lane pour les projets pour les écoles, et puis il met en place une fast lane pour les projets sociaux, une fast lane, une route rapide, et donc où les permis peuvent être accélérés, l'octroi de permis peut être accéléré, c'est effectivement un aveu de faiblesse parce que ce qu'il faudrait, c'est que la mécanique... tout devrait être dans la route express. Voilà, c'est ça. Sarah Bougeot. Oui, mais du coup, Madame Jamoul, vous parlez de modifications. Est-ce que vous auriez des exemples peut-être pour que ce soit plus clair dans l'esprit des téléspectateurs et téléspectatrices pour qu'on trouve justement une résolution de tous ces soucis que Madame Tettelbaum détaille, donc tout ce qui concerne l'administration, et qu'on puisse en même temps permettre aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer comme ici. Je pense que c'est le collectif Fonroy
qui exprime son mécontentement pour des raisons écologiques et aussi économiques, parce qu'il y a des craintes que les événements et que l'organisation des activités ne soit pas accessible à toutes et tous dans le quartier. Donc, quels sont les points très précis qui vont être modifiés? Il y a l'évaluation qui est en cours. Moi, j'attends avec impatience parce qu'on est tous conscients qu'il ça prend trop de temps. Les particuliers viennent se plaindre aussi chez nous qu'il y a des délais trop longs, ou bien on demande parfois des documents qui devraient déjà être accessibles dans l'administration. Et qui ne le sont pas. Et donc, on refait du travail. Et donc, je pense qu'on va devoir travailler en fonction de ce que l'évaluation va mettre sur la table. Et donc ça, c'est avant l'été. C'est ça que vous nous dites. On aura cette évaluation avant l'été. Vers l'été. Donc on va avoir des débats au Parlement, je pense, sérieux pour on prend note de ça. On prend note de ça. On y reviendra. Et ça va entre autres aussi dans la simplification administrative qui est en cours par ailleurs. Et la digitalisation qu'on attend. On est en 2022. Ce que j'entends, moi, en tout cas, c'est que ça prend du temps pour tout le monde. Ça prend du temps, on a vu, pour peut-être là un aspect administratif et peut-être bureaucratique, certes. Il y a aussi beaucoup de recours, comme si les Bruxellois ne voulaient pas qu'on organise tous ces projets. Zenzensveni. Il y a cette bagarre entre le logement d'un côté, les espaces verts de l'autre. Personne n'a l'air d'accord. Voilà, il y a des grands projets avec des belles lignes, en fait, des belles idées. Et les riverains, en fait, qui sont peut-être les premiers concernés, ont souvent l'impression que ces projets émergent d'esprits qui ne connaissent finalement pas bien la réalité du terrain. On voit bien avec la friche d'Afa, où là, le combat dure depuis des années. Il y a un pad, on ne sait toujours pas exactement ce qui va être fait. Il y a les défenseurs de la biodiversité, le gouvernement qui dit oui, on veut préserver aussi la biodiversité. Et de l'autre côté, on a les riverains qui sont mais oui, mais en même temps, il y a tous ces logements, il y a tout ce complexe, etc., qui va arriver. On nous promet un RRU modifié qu'on n'a toujours pas. Alors Pascal Smet, que j'ai croisé hier, a dit on va le présenter avant l'été. Il y a le COVAD qui va être revu aussi. Il va se passer plein de choses avant l'été. Il y a le PRAS qui est attendu aussi avec beaucoup d'impatience, notamment parce que c'est pour ça que le Drôme a vu son permis cassé. Donc voilà, les riverains ont un peu l'impression qu'il y a plein de promesses, il y a plein d'attentes, mais en fait, finalement, il n'y a rien qui vient. Et en fait, tant qu'il n'y a rien de concret, ils ont un peu l'impression de se battre contre quelque chose au cas où ce qu'ils craignent se réalise réellement. Alors, on en reparlera puisqu'on nous promet que tout s'arrange d'ici l'été. Alors, autre problème récurrent d'avant Covid à Bruxelles, c'était le survol des avions et leurs nuisances sonores. Et alors, près de 400 familles ont déposé une action collective contre l'État à ce propos, puisque le bruit des avions et les avions sont revenus après le Covid. Reportage, Yann Boufrakesh, Bernard Denuy et Charles Carpron. Un bruit assourdissant à quelques mètres de leurs habitations. Les riverains de Krainem, Woluwe-Saint-Pierre et Wezenbeek-Open en ont plus qu'assez. Jour et nuit, nous devons subir des avions à 350-400 mètres au-dessus de nos têtes. Ils rasent nos toits. On est dans l'impossibilité de dormir. C'est infernal. Pendant la journée, c'est un avion toutes les 2 minutes. 2 associations de riverains se sont constituées et travaillent en étroite collaboration pour se défendre. Les associations mesurent régulièrement les nuisances. Au mois d'avril, des records ont été enregistrés. Du 15 au 25 avril, on a enregistré 1275 atterrissages. Donc il faut savoir qu'on a été canardés comme ça pendant 5 semaines. Ça monte jusqu'à des 80 décibels. Les nuisances sont provoquées par l'usage de la piste 01, une piste secondaire de l'aéroport qui doit normalement être utilisée avec parcimonie si des conditions météorologiques spécifiques le justifient. L'État belge avait déjà été condamné en 2020 pour non-respect de ses obligations. 93 familles avaient été indemnisées à hauteur de 9 millions d'euros. 2 ans plus tard, les nuisances continuent. Les intérêts économiques de l'aéroport étant ce qu'ils sont, entre guillemets, j'imagine qu'on indemnise les familles et puis finalement, on continue le business comme d'habitude. Et ça, on comprend évidemment que les gens ne puissent plus l'accepter. Aujourd'hui, ce sont 392 nouvelles familles qui déposent plainte pour les mêmes motifs. Elles demandent une réduction immédiate du nombre de vols et une interdiction des vols nocturnes. Elles pourraient être indemnisées à hauteur de 40 millions d'euros.
Alors, Salwa Boujour, vous connaissez bien cette situation, vous avez vécu sous les avions. Oui, tout à fait. Oui. Donc, j'ai vécu la moitié de ma vie à Schaerbeek, j'ai été à l'école à Schaerbeek, et puis j'ai vécu l'autre moitié de ma vie à Zaventem. Et alors, est-ce que c'est mieux à Zaventem qu'à Schaerbeek? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu dans ce qu'on peut appeler le village, donc à proximité de l'église à Zaventem, et donc là, les nuisances sont encore acceptables. Par contre, à partir du moment où on se situe sur la chaussée de Louvain, il y a encore quelques personnes qui habitent là aussi, même si c'est beaucoup de commerces, etc. C'est insupportable, et quand on est piéton, ça fait peur, parce qu'on a les avions qui passent au-dessus de nos têtes. Et à Schaerbeek? Alors à Schaerbeek, on doit arrêter de parler en classe parce qu'on ne s'entend plus. En fait, le professeur ne peut plus donner cours tellement le bruit est insupportable. Et donc moi, je peux comprendre les demandes de ces citoyens et citoyennes. Et par contre, ce que je ne comprends pas, et du coup, je pose ici la question à nos politiques, c'est qu'est-ce qui fait finalement que ces demandes ne soient pas entendues et qu'on continue d'utiliser les pistes qui ne sont pas celles qu'on devrait employer à des heures nocturnes. Évidemment, on ne va pas refaire tout l'historique, hein, parce qu'on sait qu'il y a des raisons pour lesquelles on utilise ces pistes, pour éviter d'utiliser les autres qui feraient du bruit sur des zones plus flamandes. Mais sans revenir là-dessus, aujourd'hui, au niveau du fédéral, où vos partis sont présents, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons du fédéral, Véronique Jamoul? Est-ce que vous en savez plus? Oui, parce qu'on a... mon collègue Marc-Jean Gazelle s'est interrogé récemment en commission de l'environnement, le ministre Marron. Alors, moi, j'espère qu'on va peut-être arriver à des choses un peu plus rapidement, puisqu'on a deux ministres du même parti, écolo, le ministre à la fois la région et à la fois au fédéral. Et Marron, ce qui n'a pas toujours été le cas, donc ça devrait faciliter le dialogue. Alors, on sait, c'est des intérêts, c'est une histoire qui dure depuis... Alors, la région a fait des choses. C'est les sonomètres mis un peu partout, avec des amendes qui sont... Oui, mais ça, c'est la même chose que les actions judiciaires. Et on voit que l'État est prêt à payer. Mais nous, ce qu'on a... Finalement, ça ne coûte que 9 millions. Là, ça va coûter 40 millions. Et l'accord du gouvernement prévoit très bien qu'on doit absolument... trouver une solution. Et dans les solutions, c'est ce que certains riverains disent d'ailleurs, c'est d'abord ne plus accepter des avions qui dépassent des normes. Bon, il y a quand même... Il y a eu des progrès quand même dans la technologie, et tous les avions ne font pas le même bruit. C'est limiter les vols de nuit. C'est surtout ne pas utiliser, quand c'est possible, les voies qui emmènent sur des territoires trop peuplés. C'est le cas de la route du canal, dont on a beaucoup parlé à un moment, qui devrait être beaucoup moins utilisée ce qu'elle est utilisée. Et alors, suite à la demande de la région, d'ailleurs, Mme Teutelbaum le sait aussi, le fédéral, un peu contraint forcé, a fait une étude qui devrait sortir aussi avant l'été. C'est merveilleux. Monsieur Marron, dans sa réponse, je ne me rappelle pas la date, mais nous l'a annoncé pour fin juin, pour faire vraiment une évaluation sérieuse. Parce surtout depuis la fin du Covid, on peut faire l'évaluation, parce que pendant le Covid, l'évaluation, elle valait tripettes. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes... Parce qu'on a l'impression que vous êtes quand même plutôt optimiste, on va trouver sans doute une solution. Parce que l'histoire dit que mais il faut qu'on trouve quelque chose, c'est pas possible. On est sans doute aussi concernés et déterminés à ce qu'il faille trouver une solution. Et dans cette commission, Anne-Charlotte Durcel, qui porte ce dossier pour l'EMR, a aussi questionné le ministre. Et Alexia Bertrand le porte aussi, parce que Wallué Saint-Pierre est vraiment... Finalement, c'est pas très important de savoir qui a posé des questions. C'est les réponses, finalement. Alors, les réponses sont quand même un peu décevantes, parce que le ministre Marron nous répond qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe lors de la plateforme et la concertation, il l'a dit en commission. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on entende cette souffrance. Il y a une augmentation, ce survol n'est pas acceptable. Je veux dire, on entend ces personnes, elles ne dorment plus, elles ne savent pas vivre de manière... C'est une question de qualité de vie et de santé, de bien-être. Et donc, à un moment donné, il faut revoir les normes, par exemple, de vent, qui font que dès qu'il y a un seuil de vent, on déplace sur cette piste 01. Il faut revoir, ou en tout cas analyser et vérifier. Et tout ça dépend du fédéral chaque fois. Évidemment, ça dépend du fédéral. Mais le quota de bruit des avions, parce que c'est l'aéroport qui décide, puis qui
met en place et puis qui contrôle. Donc il y a tout ça à mettre en place et il faut effectivement un dialogue entre les deux ministres je écolos. laisse une phrase de conclusion à Zenzeni. Oui, moi j'ai suivi la commission et la réponse d'Alain Marron. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'en fait, manifestement, les nuisances ont augmenté, puisque là, c'est 400 familles nouvelles, donc qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Donc il y a vraiment la situation a vraiment empiré. Comment ça se fait et est-ce que la région a réellement un pouvoir? Parce que moi, quand j'entends la réponse du ministre Alain Marron, j'ai l'impression que finalement, il n'a pas énormément de poids au niveau fédéral dans ce dossier. Je crois que ce sera le mot de la fin, parce que là maintenant, on va devoir passer au coup de cœur. Et on commence avec le vôtre, Zenzen. Il s'agit d'une microbrasserie. Voilà, donc elle s'appelle Coop, qui s'est installée à Arsenal, à Etterbeek, à la limite d'Etterbeek et d'Oderghem. Et en fait, c'est une coopérative qui réunit 4 microbrasseries, Whitlove, Drink That Beer, une bière, 2 tartines et la boulangerie brasserie Janine. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment mutualiser le lieu, les équipements, la matière première, etc. Donc, ils vont tous brasser au même endroit. Et là aussi, il va pouvoir y avoir la possibilité de déguster ces bières brassées. On pourra aussi suivre comment est-ce qu'on brasse une bière et on pourra également manger. Voilà, une bonne idée de brassage. Salwa, vous voulez parler d'une conférence de retour à Bruxelles. Oui, voilà, donc je pense que tout le monde connaît les fameuses conférences TEDx. Et donc après un certain nombre d'années, on en organise une cet après-midi à Bruxelles. Et les personnes qui prendront la parole, ce sont 10 personnalités bruxelloises investies dans différents secteurs, que ce soit les secteurs culturels, économiques, les secteurs qui concernent l'innovation, etc. Et après les 2 années de pandémie qu'on a vécues et la guerre qui est aux portes de l'Europe, je pense que c'est important d'aller assister à une telle conférence pour se laisser inspirer pour les idéalistes et les utopistes. Et alors on peut aussi suivre ces conférences sur le net, évidemment. Oui. Et il y en a plein, il y en a des milliers. Il y a celle de Bruxelles, mais il y a celle des autres capitales. Ce sont nos citoyens qui voilà, prendront tout à fait. Ce sont des Bruxellois qui parlent. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition des Experts.